Il y a des matins où tout commence comme une simple routine et se termine comme une petite guerre froide dans la cuisine. Je me souviens d'une scène très précise. Un enfant planté là, bras croisés, refusant de mettre ses chaussures alors que l'heure tourne. Rien de grave en apparence. Mais l'air devient lourd, les regards se durcissent et soudain, ce n'est plus une histoire de chaussures. C'est une bataille. Avec le temps, j'ai compris quelque chose que la plupart des adultes découvrent trop tard. Les luttes de pouvoir avec les enfants ne commencent jamais par la vraie raison. Elles commencent toujours par une sensation de contrôle qui glisse entre les doigts des deux côtés. Et plus on insiste, plus l'enfant résiste. Pas forcément par méchanceté, par réflexe, comme si son cerveau lui soufflait: si tu cèdes ici, tu perds quelque chose de toi. C'est que, et le plus surprenant, c'est que les adultes pensent souvent que la solution est de parler plus fort, répéter plus souvent ou serrer les règles. Mais dans la réalité, c'est exactement ce qui nourrit le conflit. Dans cette histoire, je vais te montrer pourquoi ces petites batailles quotidiennes s'enflamment si vite et surtout comment certaines phrases, certains gestes simples peuvent complètement changer la dynamique sans crier, sans menacer et sans transformer la maison en champ de tension permanent. On croit souvent que les enfants testent les limites pour provoquer. Mais avec les années, j'ai compris quelque chose de plus subtil et honnêtement un peu dérangeant pour notre ego d'adulte. Ils ne testent pas toujours les limites, ils testent surtout leur propre sentiment d'autonomie. Il existe un mécanisme psychologique très simple mais extrêmement puissant qu'on appelle la réactance psychologique. En langage moins académique, dès qu'un enfant sent qu'on lui enlève trop de contrôle, son cerveau appuie instinctivement sur le bouton résistance. Pas parce qu'il veut gagner contre nous, mais parce qu'il veut récupérer une sensation de liberté. Je l'ai vu se répéter dans des situations banales. Une consigne simple comme "va te brosser les dents" peut rester neutre ou devenir une opposition totale. Et ce qui change tout, ce n'est pas la consigne elle-même, mais la manière dont elle est vécue par l'enfant à ce moment-là. Quand la demande arrive comme un ordre sec, sans espace, sans choix, sans respiration, l'enfant ne l'entend plus comme une action à faire. Il l'entend comme une réduction de son pouvoir personnel. Et à cet âge-là, le pouvoir personnel est presque sacré. C'est là que beaucoup de parents tombent dans un piège invisible. Ils pensent qu'il s'agit d'obéissance, donc ils insistent, répètent, augmentent le ton, et sans s'en rendre compte, ils transforment une petite consigne en duel émotionnel. Je me souviens d'une scène où tout semblait ridicule à froid, un simple devoir à faire, rien d'extraordinaire. Mais l'enfant s'était braqué, et plus la demande était répétée, plus son corps entier semblait dire non, comme si céder devenait impossible. Ce n'était plus une question de devoir, c'était une question de territoire. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que l'enfant n'est même pas toujours conscient de ce qu'il vit. Il ne se dit pas: je vais défier l'autorité. Il ressent juste une pression interne, une perte de contrôle, et il réagit. Ce que beaucoup d'adultes interprètent comme de la provocation est souvent une tentative maladroite de préserver un sentiment d'identité. Et si on ne comprend pas ça, on répond au mauvais niveau du problème. On parle à l'action alors que le vrai sujet est émotionnel. Il y a aussi un autre élément que j'ai appris à observer avec le temps, la différence entre obéissance et coopération. L'obéissance, c'est faire quelque chose parce qu'on y est forcé. La coopération, c'est le faire parce qu'on a encore un minimum de choix intérieur. Et un enfant peut obéir 1000 fois, tout en construisant une résistance silencieuse à l'intérieur, jusqu'au jour où tout explose sur une petite consigne insignifiante. C'est souvent là que les adultes se sentent dépassés, parce qu'ils ont l'impression que ça sort de nulle part. Mais en réalité, c'est rarement soudain, c'est accumulé. Comprendre cela change déjà beaucoup de choses. Parce que si le problème n'est pas un enfant difficile, mais une perception de contrôle mal gérée, alors la solution ne peut pas être uniquement plus de règles ou plus de fermeté. Il faut changer la dynamique, pas seulement la consigne. Et c'est exactement là que commence la vraie sortie des luttes de pouvoir, sans même encore toucher aux techniques. Une fois qu'on comprend pourquoi l'enfant résiste, la partie la plus difficile commence. Reconnaître tout ce qu'on fait, sans s'en rendre compte, qui entretient le bras de fer.
Et c'est là que beaucoup d'adultes ont une petite surprise, parce que les luttes de pouvoir ne sont presque jamais déclenchées par un seul grand moment. Elles sont nourries par une accumulation de micro-réactions quotidiennes. Par exemple, il y a cette habitude très fréquente, donner plusieurs ordres d'affilée, sans pause, sans respiration, comme une liste à exécuter immédiatement. Range-K, fais tes devoirs et après douche. Sur le papier, c'est logique. Dans la tête de l'enfant, ça peut ressembler à une perte totale de contrôle sur son temps et son espace. Et plus il se sent dirigé, plus son système interne cherche une échappatoire. Pas forcément en disant non directement, parfois en traînant, en oubliant, en ralentissant. C'est que beaucoup d'adultes lisent comme de la paresse et souvent une forme de résistance passive. Ensuite, il y a un autre élément encore plus puissant, la répétition sans conséquence claire. Quand une consigne est répétée 10 fois, mais qu'il ne se passe rien de nouveau entre la première et la 10e fois, le cerveau de l'enfant apprend quelque chose de très précis. Je peux attendre, rien ne change vraiment. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que l'adulte finit par monter le ton. Non pas au début du conflit, mais à la fin, quand il est déjà émotionnellement épuisé. Et c'est souvent là que la dynamique bascule, parce que le ton de la voix devient un signal. Pour l'adulte, c'est maintenant c'est sérieux. Pour l'enfant, c'est on entre dans un combat. Et à partir de ce moment-là, on ne parle plus de la tâche initiale, on parle de tension. Je me rappelle d'une scène très simple du quotidien, une routine du matin où tout semblait banal. S'habiller, se préparer, sortir. Mais chaque étape devenait un micro-conflit. Pas parce que l'enfant refusait tout en bloc, mais parce que chaque demande arrivait comme une pression supplémentaire dans une matinée déjà chargée. Et ce que j'ai observé, c'est que plus l'adulte insistait, plus l'enfant se retirait mentalement. Comme s'il quittait la coopération pour entrer dans une sorte de mode défense. Et dans ce mode-là, même les choses simples deviennent compliquées. Il y a aussi une erreur très fréquente mais rarement reconnue. Menacer sans suivre de conséquences logiques. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras plus, suivi de quelque chose qui n'arrive jamais réellement. À force, l'enfant ne perçoit plus la menace comme une structure, mais comme du bruit. Et quand les mots perdent leur poids, il ne reste plus que l'émotion brute. C'est là que les conflits deviennent plus fréquents, plus intenses et surtout plus fatigants pour tout le monde. Mais le point le plus important de cette partie, c'est peut-être celui-ci. Les enfants n'apprennent pas seulement à partir de ce qu'on leur dit, mais surtout à partir de la manière dont on réagit quand ils ne font pas ce qu'on veut. Chaque escalade, chaque répétition, chaque ton qui monte construit un schéma invisible. Et ce schéma devient la base de la prochaine interaction. C'est pour ça que certaines maisons entrent dans un cycle presque automatique. Demande, résistance, répétition, tension, explosion, puis regret. Et ça recommence. Et tant que ce cycle n'est pas identifié pour ce qu'il est vraiment, une dynamique, pas un problème de caractère, il continue de tourner. La bonne nouvelle, c'est qu'une dynamique peut être interrompue, mais pas en ajoutant plus de contrôle, en changeant la façon dont le contrôle est exercé. À partir du moment où on comprend que la lutte de pouvoir est une dynamique et pas un combat à gagner, quelque chose change dans la manière d'entrer dans la relation avec l'enfant. On arrête de chercher à imposer et on commence à structurer. Et la première stratégie, étonnamment simple mais très puissante, c'est de redonner du contrôle sans perdre l'autorité. Pas du contrôle total, juste une impression de choix. Le cerveau de l'enfant réagit énormément à ça. Par exemple, au lieu de dire va te brosser les dents maintenant, on peut transformer la consigne en choix limité. Tu veux te brosser les dents maintenant ou dans 2 minutes après avoir rangé ça. Dans les deux cas, l'action arrive, mais le cerveau de l'enfant ne vit plus ça comme une contrainte brute. Il vit ça comme une décision. Et ce détail change beaucoup plus qu'on ne le pense, parce que la coopération naît rarement de l'obéissance forcée. Elle naît du sentiment d'avoir encore une petite marge de décision. La deuxième clé, c'est la désescalade émotionnelle. Et là, il faut être très honnête. Dans une lutte de pouvoir, l'adulte devient souvent le second moteur du conflit. Pas volontairement, mais par intensité émotionnelle. Quand on commence à répéter, insister, monter le ton, on alimente le système nerveux de l'enfant. Et à ce moment-là, continuer à parler n'aide plus vraiment. Il faut d'abord faire redescendre la tension avant de chercher une solution.
Parfois, ça veut dire moins. Parfois, ça veut dire se taire quelques secondes. Pas en punition, mais pour casser la boucle. Parce qu'un cerveau en état de tension n'est plus en mode apprentissage, il est en mode défense. Je me souviens d'une situation très simple qui illustre bien ça. Un enfant bloqué dans un refus total pour une tâche insignifiante. Rien de dramatique. Mais plus on insistait, plus il se fermait. Et à un moment, le silence a remplacé la répétition. Et c'est précisément dans ces silences que la tension a commencé à retomber. La troisième stratégie, souvent sous-estimée, c'est de ne pas transformer chaque interaction en bataille. Tous les comportements ne nécessitent pas une réponse immédiate et intense. Parfois, choisir ces batailles est une forme de contrôle beaucoup plus efficace que de vouloir tout corriger. Ensuite, il y a un principe fondamental, la connexion avant la correction. Avant de demander quelque chose ou de corriger un comportement, il y a une différence énorme entre un enfant qui se sent en opposition avec vous et un enfant qui se sent compris, même brièvement. Ce n'est pas de la psychologie douce, c'est une stratégie de régulation. Parce qu'un enfant connecté coopère plus facilement qu'un enfant en résistance. Et quand ces éléments se combinent, choix limité, baisse de tension, connexion minimale, la dynamique change progressivement. On passe d'un rapport de force à une structure où l'enfant peut coopérer sans se sentir écrasé. Dans une maison où les luttes de pouvoir étaient quotidiennes, ce changement ne se voit pas toujours immédiatement, mais il se ressent très vite dans l'énergie générale. Moins de confrontations inutiles, moins d'épuisement, et surtout, moins de situations où tout dégénère pour des détails. Ce n'est pas une méthode magique, c'est un repositionnement. On arrête de jouer contre l'enfant et on commence à organiser le cadre avec lui, même s'il ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est souvent là que les conflits commencent à perdre leur force, non pas parce que l'enfant devient soudain plus obéissant, mais parce que le système autour de lui n'alimente plus la lutte. Ce qui devient évident à ce stade, c'est que les luttes de pouvoir ne disparaissent pas parce que l'enfant change soudainement de comportement, mais parce que l'environnement relationnel change de logique. Et ce changement-là est souvent subtil, presque invisible au début, mais très puissant sur la durée. Quand on prend du recul, on réalise que la plupart des conflits quotidiens ne sont pas des problèmes isolés, mais des scénarios qui se répètent avec des variantes. Même déclencheur, même escalade, même fatigue émotionnelle à la fin. C'est un système. Et casser un système ne demande pas plus de force, qu'à demande une interruption intelligente du schéma. Il y a quelque chose que j'ai observé dans de nombreuses familles. Dès qu'un adulte arrête de réagir automatiquement, l'enfant est obligé de recalculer son comportement, parce que le scénario habituel ne fonctionne plus comme prévu. Par exemple, dans une situation où la résistance commence, refus de faire une tâche simple, la réponse classique serait d'insister. Mais si l'adulte change sa posture et réduit la pression verbale, quelque chose se passe. L'enfant perd son point d'appui pour continuer le conflit. Et ce moment de vide est crucial. C'est souvent là que la bascule se produit. On appelle ça parfois une désactivation du cycle. Le conflit ne trouve plus son carburant habituel. Pas de montée de voix, pas de répétition excessive, pas d'escalade émotionnelle immédiate. Et sans escalade, la résistance n'a plus la même raison d'être. Mais il y a un point encore plus important que la technique, la cohérence dans le temps. Parce que si un jour on change de stratégie, puis le lendemain on revient aux anciens schémas, répétition, menace, explosion, l'enfant apprend surtout l'inconstance. Et l'inconstance est l'un des facteurs qui maintient les luttes de pouvoir en vie. Les enfants s'adaptent extrêmement vite aux patterns émotionnels. Ils savent très bien quand un adulte est prévisible et quand il ne l'est pas. Et c'est cette prévisibilité qui donne un sentiment de sécurité, même dans le cadre des limites. Il y a aussi un aspect souvent ignoré, la fatigue émotionnelle des adultes. Beaucoup de luttes de pouvoir ne viennent pas d'un manque de stratégie, mais d'un épuisement accumulé. Et quand on est fatigué, on revient naturellement aux réactions les plus rapides, répéter, élever la voix, corriger immédiatement. C'est pour ça que la gestion des conflits ne peut pas être séparée de la gestion de l'état émotionnel du parent. Un adulte régulé émotionnellement ne réagit pas de la même manière qu'un adulte déjà saturé.
Et les enfants sentent cette différence sans qu'on ait besoin de dire un mot. Un autre point clé, c'est la manière dont on termine un conflit. Dans beaucoup de cas, même après que la tâche est faite, il reste une tension résiduelle, reproches, remarques supplémentaires, rappel de l'incident. Et cette tension devient le terreau du prochain conflit. Apprendre à clôturer proprement une interaction, même après une résistance, est une compétence souvent sous-estimée. Parce que ça dit à l'enfant, le cadre existe, mais la relation n'est pas en danger. Et sur le long terme, c'est exactement ce message-là qui réduit les luttes de pouvoir. Ce n'est donc pas une question de devenir plus permissif ou plus strict, c'est une question de devenir plus stratégique dans la gestion du cadre, des émotions et du timing. Quand ces éléments s'alignent, quelque chose de très intéressant se produit. Les conflits ne disparaissent pas totalement, mais ils perdent leur intensité et leur fréquence. Ils deviennent plus courts, moins chargés, plus faciles à désamorcer. Et surtout, ils cessent d'être des batailles quotidiennes. Au fond, les luttes de pouvoir avec un enfant ne sont presque jamais une question de qui gagne ou qui obéit. C'est une question de dynamique mal réglée entre contrôle, émotion et besoin d'autonomie. Quand on prend du recul, on voit un schéma très clair. Plus on essaie de forcer, plus on crée de la résistance. Et plus on réduit la pression tout en gardant un cadre stable, plus la coopération devient possible. Ce que j'ai retenu avec le temps, c'est que l'autorité la plus efficace n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui reste stable même quand l'autre ne l'est pas. Les choix encadrés, la baisse de tension émotionnelle, la connexion avant la correction, tout ça ne sont pas des astuces de comportement, ce sont des ajustements de relation. Et quand cette relation change, les batailles quotidiennes perdent naturellement leur intensité. Maintenant, je serais curieuse de savoir quelque chose. Dans votre expérience, quel type de situation déclenche le plus souvent ces luttes de pouvoir à la maison? Les routines du matin, les devoirs ou autre chose? Je lis les commentaires et je prends souvent le temps de répondre à certains d'entre eux parce que ces situations sont plus communes qu'on ne le pense. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à liker, partager et vous abonner, car aide la chaîne à continuer à produire ce genre de contenu sur la psychologie réelle derrière la parentalité, sans jugement, sans perfection, juste du concret et du vécu.